Merci beaucoup pour la parole. Euh, En fait, je ne pourrais pas parler de toute la recherche que je suis en train de mener depuis 3 ans, mais je vais vous embrosser les grosses lignes. Oui. Donc, en ce qui concerne le plan de la présentation, nous aurons une introduction générale sur les déterminants de la disponibilité de sons sécurisés, la méthodologie que nous allons appliquer, ainsi que les principaux résultats. Les réalisations, les perspectives, les questions en suspens ne feront pas partie de cette présentation. La transfusion, en fait, c'est une greffe, mais une greffe dont les produits essentiels, dont les produits qui est un médicament essentiel est exclusivement d'origine humaine. Et environ 10% de malades dans certains pays reçoivent la transfusion comme traitement. Et pour que ce traitement ait lieu, il faut une disponibilité, mais aussi une sécurité de sang en suffisance. Et cette disponibilité est fonction de la sécurité transfusionnelle qui comprend toute la chaîne transfusionnelle de la sensibilisation jusqu'au suivi post-transfusionnel de receveur et le suivi post-don de donneur. Et les différents éléments de la chaîne transfusionnelle peuvent être regroupés en 3 grandes composantes. Il y a l'approvisionnement en sang, qui est préconisé d'avoir des dons bénévoles. Mais on peut aussi avoir des dons de remplacement et des dons rémunérés qui ne sont pas conseillés parce qu'ils sont incapables d'assurer un stock permanent, mais aussi ils ne sont pas capables d'assurer une bonne sécurité parce qu'il y a une coercition financière ou une coercition affective qui sont autour de ces dons. Il y a aussi l'innocuité du sang qui dépend essentiellement du don bénévole, mais aussi de la qualification dont bénéficient les dons. Et enfin, il y a une utilisation judicieuse du sang qui dépend de la distribution et de son utilisation hospitalière. Au cours de ma recherche doctorale, je n'ai pas évalué la disponibilité hospitalière parce que ça faisait une trop grosse étude. En ce qui concerne la situation au Congo, 70% des besoins en transfusion sont couverts et parmi les 70% de besoins couverts, 36 concernent les dons bénévoles. Quand on les ramène à 100%, ça fait que seulement 24% de besoins sont couverts par les dons bénévoles. Et il y a une faible fidélisation de donneurs. Nous verrons plus tard que la fidélisation renforce la sécurité et la disponibilité. Quant à la qualification biologique, seuls 68% de dons sont testés aux 4 principaux
pour répondre à deux principales questions. Quel est l'état de lieu actuel de composantes de la sécurité transfusionnelle au site Kivu? Quelles seraient les orientations possibles pour les actions? Et donc, les études en fonction des composantes sont 3 études, dont une portant sur les systèmes. Et la 4e étude est en cours avec tous les acteurs qui sont impliqués, la plupart des acteurs impliqués. Nous vous présentons les principaux résultats de la première étude sur l'approvisionnement en dons bénévoles, qui avait 2 volets, qualitatifs et quantitatifs. Pour les volets qualitatifs, nous avons essayé de voir quelles étaient les principales caractéristiques des donneurs, mais aussi leur taux de fidélisation, parce que c'est ça qui garantit l'approvisionnement. On constate qu'il y a plus d'anciens donneurs réguliers que de nouveaux donneurs qui entrent dans les systèmes, donc 15 contre 41%. Et quand on regarde les anciens réguliers qui ont abandonné, seuls 10 l'ont fait pour des raisons médicales. On ne sait pas pourquoi est-ce que les gens abandonnent le don bénévole. Et quand on a regardé ceux qui restaient pour savoir quelles étaient leurs caractéristiques, nous ne présentons pas les analyses univariées. Donc, on a constaté que les femmes étaient plus fidélisées que les hommes, étaient 2 fois plus fidélisées que les hommes. Le gens au-delà des 46 ans étaient plus fidélisés que les jeunes. Et ceux qui avaient une occupation formelle étaient plus fidélisés que les autres qui étaient dans les secteurs informels ou ceux qui n'avaient pas d'emploi. Or, les caractéristiques des donneurs sont différentes de ceux des donneurs fidélisés parce qu'ils sont souvent jeunes, des hommes et qui n'ont pas d'emploi ou qui sont des étudiants. Quand on est allé demander aux donneurs, mais aussi à la population, pourquoi est-ce qu'ils commenceraient ou ils ne commenceraient pas à donner du sang, ils ont dit qu'ils commençaient à donner du sang par rapport au sens qu'ils donnaient au don de sang. C'était un acte altruiste, un acte charitable, mais aussi il y avait des gens qui donnaient par un sentiment de révolte face aux injustices du système. De deux, il y avait des gens qui instrumentalisaient les dons pour des avantages matériels, voire immatériels. On me respecte plus parce que je suis donneur. Si je ne donne pas, ma femme va demander pourquoi est-ce que tu ne donnes pas, tu es suspect. Si je ne donne pas, si je donne, je me sens valorisée par les bénéficiaires. Mais aussi, il y avait l'évolution de l'objet de la peur. Certains donnaient parce qu'ils avaient peur de tomber malades s'ils ne donnent pas, mais aussi ils avaient peur que les gens tombent malades, les gens meurent si lui ne donne pas. Et quand on leur demandait pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas commencer à donner pour la population ou vous avez arrêté à donner pour ceux qui ont arrêté, ils ont dit ils avaient peur du don bénévole, pour eux c'était un mystère. Et ce mystère est lié au fait qu'il y a une information insuffisante lors des sensibilisations. Les sensibilisations se basent juste sur l'altruisme, donner les sons, sauver des vies, mais aussi les conséquences. Et parmi les conséquences, on a trouvé une conséquence qui était inhabituelle, c'était donner sa capacité intellectuelle au receveur ou se faire envoûter par les receveurs. Il y avait aussi la peur autour du système. Ils disent que le système instrumentalise les dons pour s'enrichir. Soit il y a vente du sang, il y a détournement de l'argent donné pour les dons bénévoles. Il y en a où il y a l'instrumentalisation du don de sang, pas par les systèmes de santé, mais par les systèmes auxquels ils appartiennent. Mais aussi, ils disent qu'il y a une incapacité du système à recevoir leurs dons. Souvent, ils viennent donner, mais il n'y a pas de poche, il n'y a pas de personnes pour les accueillir. Il y a aussi les manques de valorisation et des conflits autour du don bénévole qui découlent de l'instrumentalisation du don bénévole. En ce qui concerne la qualification et la distribution du sang, c'est une étude sur les trajets du sang. Et je vais parler des commentaires qui concernent les problèmes que nous avons constatés. Les tests que nous utilisons sont moins sensibles, alors que nous vivons dans des régions où il y a une forte prévalence des infections transmissibles par la transfusion, ce qui fait qu'il y a une faible sécurité. Le groupage sanguin tel que nous le faisons, il est partiel, ce qui fait qu'on est à risque d'erreur. Mais aussi, même quand il est complet, il est fait sur l'âme, ce qui n'est pas correct. Il y a la microscopie qui n'est jamais faite, que ce soit
dans les grands centres ou dans les hôpitaux, les tests d'hémoglobine et la formule sanguine pour les donneurs n'est pas réalisé systématiquement, ce qui les met à risque d'anémie. On n'a pas de produits sanguins labiles dérivés du sang, ce qui fait qu'on perd l'usage judiciaire pour un même produit qui pourrait servir à 4 malades, on les donne à un malade. On a des risques de surcharge, des risques d'allo-immunisation pour les leucocytes qui pourront être fatales pour les greffes plus tard, ainsi que des transmissions virales pour le receveur. Pour ce qui est de la troisième étude sur le fonctionnement du système, nous avons regardé dans les rapports la proportion des activités réalisées et on constate que, en ce qui concerne les nombres de dons, parce que le programme national a fixé à 0,7% de la population qui devrait donner du sang pour couvrir les besoins. Sur 7401 dons attendus, il n'y a eu que 72%. Et sur les 70, on note qu'il y a encore des dons rémunérés dans la ville de Bukavu même. Au niveau provincial, les dons rémunérés représentent 643 dons. Quand on regarde les dons qui ont été testés aux 4 marqueurs, même à Bukavu, on a eu 412 dons en 2018 qui n'ont pas été testés aux 4 marqueurs. Et pour ce qui est au niveau provincial, il y a 13% des transfusions qui se sont effectuées sans test, même ces tests-là qui sont, disons, pas adéquats, ils ne sont même pas exécutés. Alors, on s'est demandé pourquoi est-ce que le système fonctionnait de cette manière. Et pour cela, on a interrogé les donneurs, les professionnels du CPTS, certains médecins directeurs, un médecin chef de zone, pour sortir une théorie de changement. Et dans notre cas, la théorie de non-changement, parce que ça fait 20 ans que la politique nationale a été mise sur place, mais la sécurité transfusionnelle reste basse. Donc, on a trouvé des éléments dans les contextes et les défis liés à ces éléments. Il y avait des barrières socio-culturelles, comme je dis, la peur de transmettre son intelligence, mais il y avait aussi les contextes d'installation du CPTS, mais aussi les intérêts divergents des acteurs. Il y a aussi l'insuffisance d'appui des organes de gouvernance, c'est-à-dire les autorités administratives ou sanitaires aux organes du Programme national de transfusion, donc les CPTS et les différents centres hospitaliers de transfusion qui sont dans les zones. Et ces contextes vont entraîner des défis tels que la réticence aux dons bénévoles, mais aussi la résistance à l'installation du structure du programme national. Chaque hôpital opère en son milieu. Mais aussi, on a des dysfonctionnements qui sont liés à la gouvernance, du fait qu'en 2006, il a été dit qu'on doit faire passer une loi sur la gestion du secteur transfusionnel, ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Et même, oui, et même dans ces cas, c'est ma dernière dia, et même dans ces cas, la politique nationale qui est sur place, elle n'est pas vulgarisée. Donc, quand on interrogeait les gens, on voyait que, par exemple, les associations de donneurs pensaient que c'est à eux d'aller voir le partenaire pour recevoir un financement, alors que dans les cadres de suivi, il est dit que les partenaires financent la transfusion à travers les CPTS et les ministères. Il y avait aussi le dysfonctionnement dans les actions de partenaires qui voyaient directement soit les hôpitaux en dehors des organes du PNTS ou bien les associations de donneurs. Quant à la réalisation des actions par les différents acteurs, comme j'ai dit, il n'y a pas une bonne politique de financement, il n'y a pas d'assurance pour les soins transfusionnels, d'où la notion de vente qui décourage. Il y a la politique de paiement direct qui fait que la personne doit payer d'abord sa poche avant de l'avoir, ce qui crée du point de vue des donneurs une entrave à la solidarité. Pour eux, ils donnent leur sang pour aider les gens et quand la personne doit d'abord payer, ça crée une classe de privilégiés. Il n'y a pas un appui financier. En RD Congo, c'est 2% des recettes qui sont allouées à la santé. Et quand on regarde au PNDS, les soins transfusionnels ne sont pas pris en compte. À ces stades, on va arriver à faire que le CPTS est incapable non seulement d'encadrer les hôpitaux et les structures des CHRT, c'est-à-dire leur donner les réactifs, faire les supervisions, assurer l'hémovigilance, mais aussi donner de l'argent nécessaire à la sensibilisation aux associations de donneurs. D'autre part,
les organes de la gouvernance qui ne soutiennent pas les CPTS et qui ne donnent pas les lois pour encadrer les secteurs vont faire à ce que les normes ne sont pas respectées, comme on l'a vu. La plupart des transfusions se font vaille que vaille, chacun fait comme il veut. Et les soignants vous disent, même quand on veut faire les tests, en fait, on ne sait pas où s'approvisionner. De toute façon, quand on fait des termines, c'est bon, on s'est dit que ça peut aller comme ça. À la longue, on a des conséquences immédiates, c'est-à-dire il y a une faible disponibilité des transfusions parce qu'on n'a pas assez de dons bénévoles. On ne maximise pas les fractionnements parce qu'on ne finance pas les équipements. On a une faible distribution du sang. De l'autre, on a une faible sécurité des transfusions parce que nous recourons aux dons familiaux. Les gens disent, je préfère donner à mon frère que donner du sang qu'ils vont vendre. Alors que quand on donne pour quelqu'un de sa famille, non seulement qu'on favorise une immunisation, mais aussi on sait cacher le facteur des risques d'infection transmissible. De l'autre côté, cela aboutit à un transport inadéquat. Souvent, notre sang est transporté à l'air libre, sans conditionnement, sans chaîne de froid. Mais aussi, on a une faible accessibilité aux transfusions. Les coûts de transfusion restent élevés parce qu'il n'est pas financé. Et de l'autre, il y a une prédominance de PMA direct. Il y a aussi une faible accessibilité géographique aux transfusions en dehors de la ville, d'où il y a une faible amélioration de la sécurité transfusionnelle globale. Donc, les actions qui doivent être faites, souvent quand on finance les secteurs transfusionnels, on se base sur les tests, on se base sur la sensibilisation, mais c'est tous les systèmes qui doivent d'abord être... les actions doivent d'abord être systémiques, mettre une politique adéquate à la transfusion, vulgariser les lois qui sont déjà disponibles, financer les équipements, financer les intrants pour les secteurs pour assurer une meilleure prestation des services. C'est à ce stade-là où nous sommes en train de présenter le résultat par groupe des prestataires pour libérer la parole. Et avec eux, on est en train de mener une étude collaborative pour identifier les actions qui pourraient être applicables dans notre milieu et les moyens de les appliquer. Ça, c'est la journée Et je vous remercie.